nation à vendre en plein 21e siècle, ça a l'air complètement surréaliste. Et pourtant, c'est bien la question qui secoue la plus grande île du monde, le Groenland, et qui la place au cœur d'une véritable tempête géopolitique. Alors qu'est-ce qui fait de cette immense terre de glace un tel enjeu? C'est ce qu'on va décrypter. Voilà, la phrase est lâchée. Attribuée à l'administration américaine début 2026, elle n'est pas sortie de nulle part, hein. Elle ravive une idée qui peut paraître dingue en fait, l'achat du Groenland. Mais attention, derrière la provoque, il y a une stratégie bien réelle qui met tout le monde sur les dents. C'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce que cette île immense, quasi vide, 57 000 habitants, c'est à peine une petite ville, peut se retrouver comme ça, d'un coup, au centre du grand jeu mondial? Eh bien, pour le comprendre, il va falloir creuser un peu. Bon, premier élément de réponse, et c'est sans doute le plus crucial, la stratégie. Parce qu'il faut bien voir que le Groenland, c'est bien plus qu'une simple île, c'est une forteresse naturelle. Regardons cette carte, c'est très parlant. On voit bien que le Groenland, ce n'est pas juste un gros caillou blanc perdu au milieu de nulle part. Non, c'est un véritable verrou géographique. Celui qui tient le Groenland, eh bien, il tient une pièce maîtresse pour le contrôle de tout l'Arctique. Et pour les Américains, c'est simple, c'est leur première ligne de défense, là, juste en face du pôle. Et au cœur de tout ça, il y a le joyau de la couronne, la base de Pituffik. Imaginez, c'est un peu les yeux et les oreilles des États-Unis, braqués en permanence sur le pôle. C'est de là qu'ils scannent le ciel 24 heures sur 24 pour repérer la moindre menace, le moindre missile. C'est vraiment le centre nerveux de toutes leurs opérations dans la région. Une région qui, on le sait, est de plus en plus tendue. Et voilà, ça, c'est l'image qui résume absolument tout. La trajectoire la plus courte pour un missile balistique qui partirait de Russie pour atteindre les États-Unis, eh bien, elle passe pile par là, juste au-dessus du Groenland. Ce simple fait, cette simple ligne sur une carte, ça explique quasiment toute l'obsession américaine. Parce que oui, contrôler le Groenland, ça veut dire contrôler ce couloir de tir. Ok, donc il y a le jeu des grandes puissances, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'à l'intérieur même du Groenland, il y a une autre bataille qui se joue. Une bataille bien plus intime, celle pour l'indépendance. Et ça nous amène à la relation, très complexe, pour ne pas dire plus, avec le Danemark. Et attention, ce désir d'indépendance, ce n'est pas juste une idée qui a germé hier. Quand on regarde cette frise, on voit bien que c'est le résultat d'un long, très long cheminement. On parle de plusieurs siècles. D'une simple colonie, on est passé à un territoire qui gère aujourd'hui la quasi-totalité de ses affaires. Chaque date que l'on voit là, c'est une étape, une petite victoire dans cette quête pour maîtriser son destin. Et ce n'est pas fini. Alors aujourd'hui, où en est-on? Eh bien, le chiffre parle de lui-même. 56%. C'est la part de Groenlandais qui voteraient oui à l'indépendance si on leur posait la question demain. On voit bien que ce n'est plus du tout le projet d'une petite minorité. Non, c'est devenu le cœur du projet national. Mais, car il y a un mais, il est de taille, juste après le rêve d'indépendance, il y a la réalité. La réalité froide des chiffres. Et le chiffre, le voici. 483 millions d'euros. C'est la subvention que le Danemark verse chaque année. Et cette somme, elle représente 60% du budget public. C'est ce qui fait tourner les écoles, les hôpitaux, bref, c'est une véritable perfusion financière. Et voilà, on touche au cœur du problème. Le dilemme groenlandais, il est là, résumé dans cette question. C'est un vrai casse-tête. Comment est-ce qu'on peut se dire indépendant quand on dépend d'un autre pays pour plus de la moitié de son budget? Comment couper ce cordon ombilical financier sans que tout s'écroule? Le prix de la liberté, il est là. Et comme si l'équation n'était pas déjà assez compliquée, on va rajouter un nouvel élément. Un élément qu'on pourrait appeler le paradoxe vert. L'idée, c'est que pour financer cette fameuse indépendance, le Groenland pourrait être forcé de sacrifier ce qu'il a de plus cher, sa nature intacte. Voilà l'image du dilemme. D'un côté, la promesse, le rêve, une carte qui nous dit que le sous-sol regorge de richesses. Et de l'autre, la réalité du terrain. L'effort brutal, titanesque qu'il faut pour aller extraire ces trésors de la glace et de la roche dans un environnement des plus hostiles. C'est là que le potentiel économique se fracasse littéralement contre le réel. Alors, le choix, il est vraiment terrible. D'un côté, la promesse, l'indépendance économique, enfin, la chance de devenir un acteur clé de la transition énergétique mondiale, et aussi de réduire notre dépendance collective à la Chine sur ces métaux. Et de l'autre, le péril, détruire un écosystème unique au monde, faire face à des coûts et une logistique délirants, et gérer le problème des déchets radioactifs qui vont souvent de pair avec ces minerais. Parce que, soyons clairs, quand on parle de minéraux critiques, on ne parle pas de jolis cailloux. Non, ce sont les vitamines de notre monde moderne. Il n'y a pas de voitures électriques sans eux, pas d'éoliennes, pas de smartphones, rien. Les grandes puissances en ont un besoin absolument vital. Et le Groenland, eh bien, il est assis sur un trésor, au sens propre du terme. Et puis il y a un dernier joueur qui entre dans la partie. Un joueur totalement inattendu, le réchauffement climatique. Ironiquement, en faisant fondre la glace, il ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles routes maritimes beaucoup plus courtes entre l'Asie et l'Europe.
Et d'un seul coup, le Groenland n'est plus une impasse au bout du monde. Il devient un carrefour, un nouveau canal de Suez. Et ça, c'est un enjeu qui dépasse même la question des minerais. Bon, on a vu la stratégie militaire, l'économie, l'environnement, mais au final, après toutes ces grandes considérations, tout se résume à une seule chose, un choix. Et ce choix, il n'appartient ni aux Américains ni aux Danois. Il appartient à ceux qui sont au centre de tout ça, les Groenlandais eux-mêmes. Alors justement, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Groenlandais, de cette idée de rejoindre les États-Unis? Eh bien la réponse est sans appel. C'est un non massif, 85%. Là-dessus au moins, le message est on ne peut plus clair. Et du côté des politiques, c'est le même son de cloche. Le message officiel, martelé par tous, est simple, clair, net, le Groenland n'est pas à vendre. Point final. La souveraineté, ça ne se négocie pas. Mais attention, parce que l'histoire est plus subtile que ça. Juste après ce nom très ferme, il y a une petite phrase qui change tout. Cette petite phrase, c'est « On n'est pas à vendre, mais on est ouvert aux affaires ». Et c'est là que se situe tout l'enjeu pour le Groenland aujourd'hui. Comment transformer cette convoitise mondiale en une opportunité? Comment attirer les investisseurs? Oui, mais cette fois en fixant soi-même les règles du jeu. Voilà où on en est. Le destin du Groenland se joue maintenant. Coincé entre les superpuissances, son histoire coloniale et ses rêves d'indépendance, l'île est vraiment à la croisée des chemins. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si le Groenland est à vendre. La vraie question, c'est qui va écrire son avenir? Une page blanche, posée sur la glace, et tout reste à inventer.